Ouais, donc une crue. Alors j'ai une photo de pont aussi, donc je ne sais pas si c'est le type de pierre, la carrière. Voilà. Donc c'est juste pour expliquer que dans l'imaginaire collectif, voilà, une crue, surtout si vous êtes à Paris, vous allez penser, comme vous êtes parisien, crue 1910. Donc c'est vraiment la crue de référence, hein, et tous les plans de prévention sont très largement basés sur les informations, sur les observations qui ont été faites durant cette crue et les modélisations aussi. Donc ça a été montré juste avant. C'est vraiment une crue de référence. Voilà, juste avant, ça a été dit. Donc là, la Seine à Paris, je vous donne le débit sur les 10 dernières années. Et comme ça a été dit précédemment par Agnès, les deux dernières crues qui ont été les plus importantes en Île-de-France, c'est juin 2016 et puis je ne me rappelle plus du mois, 2018, ça doit être janvier, quelque chose comme ça, janvier, février. En tout cas, c'est l'hiver, 28 janvier, voilà. Donc c'est vraiment les deux crues les plus importantes qui ont eu en Île-de-France que le service de prévision des crues a gérer ces dernières années. Mais ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que le service de prévision des crues, il ne paraît pas uniquement une fois par an ou deux fois en 10 ans, mais vraiment tous les jours. Et donc tous les jours, il est censé donner des informations sur de la Seine et des prévisions, et notamment, ils ont été extrêmement sollicités, donc Karine pourra vous en parler, et toute la triade d'ailleurs a été extrêmement sollicitée pendant les Jeux Olympiques euh, l'été dernier qui se sont déroulés à Paris. Alors, ça a été dit. Le cycle de l'eau sur Terre, donc je ne vais pas m'attarder. Juste, voilà, moi je suis allé chercher sur le site du ministère ce que vous connaissez mieux que moi. Et donc, voilà, le cycle de l'eau, il est vu en cycle 3 et donc en SVT. Et puis en physique-chimie, si j'ai bien compris, un peu plus tard, euh, en cycle 4. Voilà exactement ce qu'a dit Agnès. Sauf que là, c'est les diapos des fiches que vous téléchargez nous, sur le site du sol et du SCOL. Donc les deux points importants, l'eau douce de surface est une infime partie de la quantité d'eau totale, ça a été dit quasiment mot pour mot tout à l'heure. Et transfert annuel, moi je l'ai dit à ma façon, un jeu à somme nulle. Donc ça a été bien expliqué, vous avez des stocks d'eau, vous avez des transferts entre les stocks. Et si vous faites le bilan, c'est un jeu à somme nulle. Modulo, ben, les histoires de changement climatique. Parce que justement, voilà, comme ça a été expliqué, on est sûrement en train de changer de niveau d'équilibre et donc de doucement glisser vers un autre niveau d'équilibre qu'on ne connaît pas forcément. On sait qu'on a touché quelque chose dans la machine, mais on ne sait pas bien, enfin on sait, mais pas dans le détail quand même, toutes les conséquences que ça aura. Alors voilà, la prévision des crues, je vous invite à aller sur le site. Non, déjà, non, pardon. La vigilance crue, c'est une vigilance qui a été mise en place dans le cadre de la vigilance nationale. Donc, ce que j'appelle moi la vigilance nationale, c'est la vigilance qui est fournie par Météo France. Donc, les trois quarts du temps, quand vous entendez vigilance au journal de 20 heures, c'est la vigilance de Météo France. Donc, c'est cette carte-là que vous voyez en haut à droite, qui est départementale et qui donne le risque pour 9 phénomènes dangereux concernés. Et ces niveaux de risque pour les 24 heures, voire 48 heures pour certains phénomènes, avec des niveaux de risque qui sont sur des échelles de couleur de vert à aucun risque à rouge. Je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, les 9 phénomènes, donc c'est vent violent, orage, avalanche, neige verglas, canicule. Donc on était en canicule. Je ne sais pas si on est aujourd'hui. On est plus rouge. Grand froid, pluie inondation, vague submersion. Tout ça, c'est Météo France qui s'occupe de ça. Et les crues, euh, c'est le service qu'on appelle Vigicru. Donc Vigicru, ça dépend du ministère de l'Environnement. Et ils appellent Vigicru, en fait, l'idée derrière ça, c'est les communicants hein, qui expliquent ça, de créer une marque pour que ce soit vraiment identifiable par le grand public, comme par exemple Bison Futé. Voilà, quand on parlait aux gens de Bison Futé, ils voient bien ce que c'est. En fait, c'est le ministère de l'Environnement. Là, c'est la même chose, le Vigicru, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est encore bien rentré dans.
dans les esprits, mais voilà, c'est l'idée. Et toutes les informations sur Vigicru, elles sont disponibles sur vigicru.gouv.fr. Voilà, je vais passer parce que Karine, voilà, Karine fait partie de ce réseau et un des 17 services de prévision des crues. Là, j'ai cliqué par exemple sur le SPC, donc le service de prévision des crues, le domaine de Karine, hein, donc Paris est ici. Et vous pouvez avoir accès à plein d'informations, notamment les débits de la Seine. Là. J'avais fait la présentation le 26 juin, mais vous pouvez l'avoir jusqu'à ce matin, jusqu'à maintenant. C'est vraiment des données qui sont en temps réel. Voilà. Donc ça me laisse un petit peu plus de temps pour m'attarder sur les deux dernières parties, comme je le faisais. Comment est-ce qu'on fait pour voir le truc? Qu'est-ce qu'il y a dans cette boule de cristal? En fait, nous, notre boule de cristal, c'est ce qui a été expliqué tout à l'heure, hein. C'est la Terre et c'est l'eau, euh, le cycle de l'eau. En fait, voilà, les crues sont une manifestation du cycle de l'eau. Et j'ai dit tout à l'heure que c'était un jeu à somme nulle. Donc là, tout à l'heure, on regardait les bilans euh, donc dans les diapositives que je vous ai présentés très rapidement, mais qui ont été présentés par Anis. C'était des bilans au niveau mondial, au niveau de la planète. Et nous, on va faire des bilans, mais cette fois-ci au niveau, encore une fois, du bassin versant. Donc, ce qui a été très bien expliqué tout à l'heure, ça tombe bien parce que j'avais un petit appôt sur le bassin versant qui expliquait ce qu'était exactement un bassin versant. Et là, si on regarde aussi les chiffres hein, qui sont très proches, c'est pas exactement ceux d'Agnès, mais j'ai regardé vite pendant cette présentation, qui sont très proches. Eh bien, c'est un jeu à somme nulle. Hein, si on regarde ce qui sort du bassin versant, donc en moyenne chaque année, c'est 40. Donc là, on est en milliards de kilomètres cubes au niveau de la planète. Hein. Donc, bien évidemment, c'est pas ces chiffres-là au niveau de mon bassin versant. Mais voilà, rapporté à la surface du bassin, on est aussi à un jeu à somme nulle. Alors, modulo, ce qu'a expliqué bien aussi Agnès, que j'ai pas de perte vers d'autres bassins versants à l'extérieur à cause de zones karstiques ou de coulements souterrains. Euh, c'est un jeu à somme nulle. Alors, comment on va faire pour prévoir ces crues? Donc, les premières choses qui ont été faites, on imagine qu'ici, on est à Paris, à l'aval de mon bassin versant. La première chose qui a été faite, ça a été d'installer des stations millimétriques, donc de mesure de hauteur. Simplement, mesurer la hauteur du cours d'eau vous donne déjà une première information euh, pour prévoir la crue à l'aval. Donc, comment? À partir de. Tout simplement parce que une crue, c'est comme une onde qui va se propager dans la rivière, une fois que la crue est formée. Hein. Ça va être une onde qui va se propager dans la rivière. Et vous pouvez avoir enfin, vous avez des relations qui sont très, très fortes, très bien marquées euh, entre les hauteurs aux échelles euh, de l'aval, de l'amont, pardon, vers l'aval. Donc vous allez retrouver avec un décalage temporel hein, qui sera égal au temps de propagation de mon onde. Vous allez retrouver, par exemple, vous pouvez faire des corrélations hauteur-hauteur entre les échelles. Et ça a été fait depuis très longtemps, par exemple, dès euh, 1894. Moi, j'ai trouvé sur le site de l'Adria, enfin de la Dria. Et là, par exemple, c'est un exemple que je trouve intéressant parce que voilà, c'est des stations qui sont toujours en service hein, dans le Vigicru, vous pouvez y aller, c'est toujours en service. Mais eh ben, en 1894, ils avaient déjà des relations hauteur-hauteur à ces stations, à ces échelles, pour, à partir de la hauteur qui était mesurée sur le Serein, ici à Lille-sur-Serein, eh ben, prévoir les hauteurs à Chablis, un petit peu en aval, avec un temps, alors qui n'est pas expliqué ici, là c'est simplement la hauteur observée sur la station amont, la hauteur observée sur la station aval. Et donc vous voyez que voilà, il y a une relation qui a été établie à partir de points observés, avec, on en reparlera tout à l'heure, un intervalle de confiance, hein, une incertitude, hein, bien sûr, puisque c'est quand même un modèle extrêmement simplifié.
Et voilà, qui permet j'arrive pas à lire l'échelle, mais on va dire à 15 centimètres près. Oui, c'est ça. Parce qu'entre deux échelles, c'est 20 centimètres. Entre deux graduations, il y a 20 centimètres. Voilà, à une vingtaine de centimètres près, plus ou moins 20 centimètres, la hauteur de la station à Chablis. Alors ça marche bien, ça marchait bien, ça marche bien quand vous avez pas d'affluent. Donc c'est juste une onde là qui se propage. Il y a des cas plus complexes. Ici, bah, par exemple, hein, le Tarn et la Garonne. Le Tarn, donc à Laval, je suis à la Magistère sur la Garonne, ici le point le plus foncé. Et j'ai deux stations à l'amont, une sur la Garonne toujours, et une sur le Tarn qui se jette. Et donc là, des relations hauteur-hauteur, simplement avec des corrélations, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on ne connaît pas les apports et comment euh, quel poids donner à l'une des deux stations par rapport pour trouver le résultat. Et donc ce problème, il a été résolu par un monsieur qui s'appelait Bachelet. Et c'était des méthodes purement graphiques. Et moi, je trouve ça assez exceptionnel, hein. Ils n'avaient pas d'ordinateur, donc c'était un papier calque. Ce que je vous montre, c'est un papier calque ils appliquaient sur également des graphiques de flux euh, qui généraient en temps réel, hein, en connaissant les hauteurs qui leur étaient communiquées, j'imagine par télégraphe ou je ne sais quoi, en tout cas de la télétransmission, hein, déjà en place. Et à partir des pics de hauteur qu'ils pouvaient observer, il y avait une espèce de règle à appliquer. Donc il y avait un coefficient à appliquer. Donc là, vous voyez les échelles. Donc vous lisiez un numéro sur chacune des rivières. Vous faisiez la somme des trois. Et hop, ça vous donnait la hauteur. Et ça, c'était assez ingénieux d'avoir fait ça. Parce que ça permettait simplement à l'aide de hauteur, donc sans rien connaître sur les flux, hein, parce que là, vous avez plein d'informations sur la hauteur. Vous ne savez pas les débits. Ça permettait quand même de traiter les problèmes de confluence. Alors, si vous voulez vraiment faire de la propagation, traiter les problèmes de confluence, en fait, ce qu'il vous faut, c'est, à la place des hauteurs, en plus des hauteurs, c'est les débits. Hein, puisque les confluences, ben, normalement, la somme des débits, vous obtenez la somme des débits des deux débits à l'aval. Et ça, c'était Barré de Saint-Venant, par exemple, il est décédé en 1886. Bah, déjà, qui avait mis en place ces équations différentielles qui portent son nom et qui permettent de calculer, donc il a fait des simplifications, mais qui permettent de calculer la relation entre la hauteur, le débit et le temps sur un tronçon, sur une portion de rivière. C'est intéressant de voir que Bachelet est arrivé après 1934, donc bien après Barré de Saint-Venant. Donc il connaissait Barré de Saint-Venant, sauf qu'on n'avait pas les techniques, les moyens de calcul pour appliquer ces équations. Donc, en fait, Bachelet, ce qu'il a fait, c'est que à partir de simples méthodes graphiques, il a réussi à reproduire euh, les calculs que proposait Barré de Saint-Venant bien avant lui. Alors aujourd'hui, maintenant, on a les capacités de calcul, on peut appliquer Barré de Saint-Venant euh, dans nos modèles. Et puis, si vous voulez voir encore, donc là, ça vous permet voilà, de pouvoir gérer le problème des confluences, les choses comme ça. Mais vous êtes quand même limité en horizon de prévision, puisque je l'ai dit, voilà, on regarde juste une onde qui arrive, donc il faut d'abord que l'onde soit formée, et puis après, on sait le temps qu'elle va prendre pour arriver à notre point, ici, Paris, par exemple. Si vous voulez voir un cran plus loin, en fait, il faut regarder les pluies, puisque, on l'a vu tout à l'heure, le débit, ben, c'est la transformation de la pluie. Et là, ben, on est obligé d'installer des appareils qui vous permettent de mesurer la pluie. Et on utilise des modèles hydrologiques. Modèle pluie débit que j'ai appelé, mais modèle hydrologique au sens large. Et si vous voulez regarder encore plus loin, parce que là, c'est que des observations de pluie, euh, vous pouvez aussi avoir accès à des modèles de prévision numérique du temps. Par exemple, le modèle Arome de Météo France voilà, vous donne maintenant des résolutions qui sont compatibles avec les résolutions de nos modèles. Bah, la pluie qui va tomber sur les 24 prochaines heures, voire au-delà.
Voilà, donc ça c'était on va dire la première partie, puisque les deux autres parties, on va dire que c'est mes collègues qui ont présenté. Donc sur les modèles, voilà, comment est-ce qu'on fait pour prévoir les crues? Donc ça c'est vraiment le travail du service de prévision des crues, donc de collecter des données en temps réel, de faire tourner leur modèle, de les critiquer, et puis après d'établir des bulletins, et ces bulletins, vous les voyez sur Vigicru. Alors la question des incertitudes, moi je la trouve intéressante. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, vous pouvez donner une valeur au préfet, vous pouvez dire, bah voilà, demain, la Seine va atteindre 4 mètres à l'échelle d'Austerlitz. Bon, c'est déjà une information. Mais ce n'est pas suffisant. C'est qu'en fait, l'idéal pour une prise de décision, on va dire, éclairée, c'est de communiquer aussi ces fourchettes d'incertitude. Donc, c'est pas pareil si je vous dis 4 mètres à plus ou moins 2 centimètres que 4 mètres à plus ou moins 1 mètre. Parce que là, tous les services de plan de secours, les choses comme ça va les mettre en panique, puisque ils ont des plans d'intervention avec, alors c'est toujours fait par rapport à l'échelle d'Austerlitz, hein, Karine vous l'expliquera, à tel niveau de l'échelle d'Austerlitz, je sais que donc la RATP, elle sait quand elle ferme des stations de métro, qu'elle arrête de pomper, euh, pour mettre en sécurité hein, les installations. Donc on renoie en fait volontairement des stations. Le RERC, par exemple, c'est le RERC qui s'arrêtera, qui sera le plus tôt impacté. Et donc, si vous lui dites, bah, c'est à plus ou moins 1 mètre, bah, elle va vous dire, bah, ouais, je sais pas là, je sais pas si j'arrête. Donc voilà, c'est important les incertitudes. Alors, comment est-ce qu'on les caractérise? Donc là, je vous montre un petit jeu. Donc, c'est des billes en fait qui sont, je sais pas si vous avez déjà vu, des billes là qui sont sous un plexiglas. Et puis, ce que vous voyez, c'est des clous. Vous ne les voyez pas forcément, mais c'est des clous. Et donc, si je lâche une seule bille, elle va rebondir sur chaque clou, mais avec la probabilité de 1/2 d'aller à droite, une probabilité de 1/2 d'aller à droite ou à gauche. Donc, je ne sais pas où elle va tomber. Donc, individuellement, je suis incapable de vous dire où va tomber la bille. Donc, c'est comme tout à l'heure avec mon exemple. Imaginons qu'elle tombe ici, la bille, dans cette case-là. Voilà, là où j'ai mis ma croix. Et je dis au préfet, voilà, la bille, elle va tomber là. Ben, il va me demander, ouais, mais donne-moi une fourchette de certitude. T'es sûr? T'es certain, 100%? Ou peut-être oui, peut-être non. Peut-être ça va être dans l'autre case complètement là-bas. Donc pour une seule bille, je ne sais pas dire. Donc pour une seule prévision déterministe, je ne sais pas donner l'intervalle de confiance. Pour une seule mesure aussi déterministe, pareil, je ne sais pas donner l'intervalle de confiance. Par contre, euh, pour l'ensemble des billes, si je fais tout tomber, je vous promets que si je. Bon, là, j'ai fait la photo, mais si je recommence l'expérience, je vais toujours trouver cette distribution. Donc, derrière les incertitudes, en fait, il y a des probabilités. Et c'est ça qu'on essaye de caractériser. Donc, c'est ces probabilités. Donc, c'est ça que j'ai écrit. Un incertitude se caractérise par la distribution des probabilités autour de la valeur la plus probable. Donc, on va dire que c'est ma valeur de prévision. Donc, au préfet, là, je vais lui dire, bah, ça va donner dans la colonne du milieu. Mais par contre, avec une incertitude, donc pour employer un vocabulaire encore plus scientifique, on va parler d'intervalle de confiance. Je n'ai pas marqué sur la diapo, mais l'intervalle de confiance, en fait, on l'associe à une probabilité. On va parler d'intervalle de confiance à 75% ou à 95%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, l'intervalle de confiance à 75%? On va imaginer que c'est ce que j'ai représenté. Ça veut dire qu'il va contenir 75% du vide. 25% seront exclus. Donc, plus ça c'est contre-intuitif, plus j'augmente mon intervalle la probabilité de mon intervalle de confiance, donc je vais dire l'intervalle de confiance à 95%, en fait, ça élargit mon incertitude. Hein. Il doit y avoir 95% des villes, il va falloir que j'ai un intervalle de confiance. Donc, vous avez sur les fiches des constructeurs, par exemple, de matériel, ils vont vous dire, voilà, la certitude, elle est à
Donc ça va être dans l'unité de la mesure, hein. Donc si vous mesurez des degrés, ça va être plus ou moins tant de degrés. Mais ce qu'il faut bien regarder, c'est pour quel intervalle de confiance. Parce que si vous le donnez à 99%, ça va être 0,1 degré, quoi. Ça va être super. C'est le contraire. Donc, ces incertitudes, donc c'est ce que j'essayais de dire. Voilà. En fait, elles se cachent partout. Elles se cachent dans nos mesures. Donc, on l'a vu tout à l'heure quand j'ai expliqué comment est-ce qu'on prévoyait le flux. Bah, on a besoin de pluie. Donc, dans un modèle hydrologique, hein, on a besoin de pluie. On a aussi besoin de débit. Donc, j'ai des incertitudes sur les pluies, des incertitudes sur les débits. Et puis, j'ai aussi des incertitudes bah, dans le modèle qui sont liées, on verra à quoi. Et en fait, l'incertitude en sortie, donc celle que je devrais donner au préfet hein, quand je fais ma prévision, c'est la combinaison de toutes ces incertitudes. Donc, c'est déjà, chacune d'elles n'est pas évidente à quantifier. Donc, ensuite, une fois que vous avez quantifié chacune de ces incertitudes, il faut savoir les combiner. Donc, c'est là où voilà, il y a des travaux, notamment, voilà, moi j'ai cité Benjamin Renard, un collègue qui travaille dans mon équipe. C'est typiquement voilà, son domaine de recherche, comment est-ce qu'il va combiner ces incertitudes. Comment il va les quantifier et après comment il va les combiner. Donc sur les pluies, donc on revient au matériel pour mesurer. Ça, vous devez le savoir, les pluviomètres. Hein, donc c'est des petits objets basculeurs. Chaque basculement, on sait que c'est tant de millimètres, c'est 0,2 millimètres, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je crois. J'ai vu qu'il y en avait dans les fiches, là, justement, pour vos élèves. Donc je sais que vous présentez ça aux élèves. Voilà, le problème des pluviomètres, bah, c'est que bah, déjà en cas de neige, voilà, ça ne va pas mesurer la hauteur de neige. Euh, En cas de forte intensité de pluie, bah, comme c'est un mécanisme, c'est un mécanisme mécanique, euh, bah, ça peut à un moment ne pas arriver à suivre le rythme. Donc ça aura du mal à mesurer les fortes intensités, problème de bouchage. Si vous avez de la végétation, si vous avez, voilà, ça peut perturber le fonctionnement du kilomètre. Vous avez même des gens qui pensent que c'est une poubelle aussi, donc qui déposent des choses dedans. Donc voilà, on a besoin de passer régulièrement sur ces appareils pour les contrôler leur validité, leur fonctionnement, que tout se passe bien. Ça, c'est des mesures qui sont ponctuelles au kilomètre. De l'autre côté, je vous donne le radar. C'est les mesures radar qui sont réalisées par Météo France. Donc il y a une vingtaine, on va dire une vingtaine de radars qui sont installés, qui maillent en fait tout le territoire français. Ils fonctionnent comme les radars, ouais, comme les radars qui vous flashent sur l'autoroute. Donc, qui envoie une onde et en fait qui mesure l'onde réfléchie, donc la réflectivité. Et là aussi, on a des problèmes de mesure, hein, de la validité. On se pose la question sur la validité de la relation euh, entre l'appui et la réflectivité. Et si on veut faire baisser ces incertitudes, en fait, ce que nous, on fait dans nos modèles, on combine les deux sources de données. On combine les pluviomètres qui sont précis, mais locaux, avec le radar, qui localement n'est pas très précis, mais par contre, qui vous donne toute l'information spatiale. Donc voilà, un thème de recherche, c'est comment est-ce qu'on combine ces deux informations pour réduire l'incertitude. Après, l'autre source d'incertitude, donc vous voyez, hein, j'ai remis le schéma là. Donc les débits. Les débits, il faut savoir que ce n'est pas une mesure directe. En général, on va mesurer directement la hauteur du cours d'eau. Et donc, c'est le graphique que vous avez ici. Donc, déjà, dans la hauteur du cours d'eau, on a une incertitude hein, liée au système de mesure. Il peut être en vasé, il peut être dans une incertitude. Et puis ensuite, on va convertir cette hauteur en débit, ici. Et pour convertir la hauteur en débit, on utilise très souvent ce qu'on appelle une courbe de tarage. Et la courbe de tarage, elle a été établie précédemment. Donc là, vous avez un petit bonhomme qui vient, qui jauge, donc qui met ses points, hein, les points qu'il a obtenus pour différentes hauteurs lues, et il va donner le débit. Là, vous voyez que bah, déjà, lui, ici, on résonne en intervalle de confiance, hein, donc on a déjà une incertitude sur la mesure du débit. Et cette incertitude sur la mesure du débit, ben, elle va vous donner une incertitude aussi sur la courbe en elle-même. Et donc une incertitude sur le débit.
Et les problèmes des courbes de tarage, on fait une grosse hypothèse, c'est elles sont constantes dans le temps, elles ne changent pas, ce qui est faux. Là, vous avez, par exemple, on zoome sur les faibles débits ici, hein. La hauteur, le débit, et donc des dates. Et en fait, si on va avoir une estimation précise du débit sur cette rivière, on est obligé là d'appliquer plusieurs courbes de tarage à différentes périodes. Et comment est-ce qu'on sait si on a changé de période ou pas? Ben, en fait, la courbe de tarage elle est liée aux conditions d'écoulement locales. Donc, si vous avez par exemple une crue qui a un limon, qui a changé la, la géométrie, non, il y a très forte chance que la courbe de tarage que vous aviez faite, même si elle a 20 ans, vous la mettiez à la poubelle. Il faut en refaire une nouvelle. Donc, encore une fois, ici, pour réduire les incertitudes, suivi terrain régulier. Et maintenant, je passe à la dernière partie, c'est l'incertitude liée au modèle. Donc là aussi, on a parlé des modèles tout à l'heure, hein. Je présente volontairement cette diapositive avec les deux modèles réduits d'avion, hein. C'est pour dire que bah, des maquettes, c'est aussi des modèles. En fait, qu'est-ce qu'un modèle? C'est une représentation simplifiée de la réalité. Donc moi, je vous parle de modèles mathématiques, mais voilà, il y a aussi des modèles physiques, modèles réduits, et que à chaque question correspond son modèle. Hein, le modèle, il est vraiment développé, ça a été dit aussi par Agnès, pour un but précis, pour répondre à une question précise. Donc là, ces deux modèles, c'est inutile de les comparer. Ils n'ont pas été faits pour la même chose. On est d'accord. Hein, il y en a un, il a été fait pour voler, et l'autre, il a été fait pour ressembler à un avion de la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà. Souvent, il y a des débats, dire voilà, mon modèle, il est meilleur, non, le tien, il ne prend pas en compte ça. Mais moi, je pense que tous les modèles, en fait, apportent leur pierre à l'édifice, et c'est en regardant l'ensemble des modèles qu'on peut réduire l'incertitude. Et donc, il y a deux types d'incertitudes dans les modèles. L'incertitude qui est liée au fait qu'on a simplifié les choses, aussi bien dans le temps, dans l'espace qu'au niveau des processus. Donc, c'est l'erreur conceptuelle. Et de l'autre côté, l'erreur paramétrique, c'est-à-dire que très souvent, on a besoin d'estimer des paramètres, hein. Donc, tout à l'heure, Agnès a parlé de la conductivité, par exemple, le cas de son équation. Voilà. Bah, ça, pour moi, dans un modèle, quand j'ai ça, bah, je vais caler le cas. Euh, Je pourrais le mesurer localement, faire des échantillons, mais pour des problèmes d'échelle, voilà, est-ce que l'échantillon que je fais ici est représentatif de toute ma zone de 100 km, tout mon bassin de 100 km carrés, donc souvent, voilà, on va caler. Et je vais passer vite sur les simplifications dans l'espace, sur les processus. Là, on reconnaît à gauche les modèles à boîte noire, qui maintenant reviennent en force avec tout ce qui est intelligence artificielle. Ça, c'est un réseau de neurones. Voilà, donc ils ne savent rien sur la physique. Mais par contre, ils sont capables d'intégrer tellement de données, qu'ils arrivent à des performances étonnantes. À l'opposé, c'est les modèles à base physique. Donc, c'était un petit peu les modèles qui ont été présentés tout à l'heure par Agnès, quand elle avait son modèle 3 dimensions. Là, voilà, on essaie vraiment de coller à la physique. Et entre les deux, c'est plutôt les modèles qui sont utilisés actuellement en sciences opérationnelles, parce que c'est moins plutôt les modèles conceptuels. Donc, on va représenter les processus, mais de manière très simplifiée. Et notamment, donc pour représenter les processus, pour faire tourner, pour utiliser un modèle, pour les modèles conceptuels, ça c'est vrai dans tous les cas. Pour les modèles bague noire, c'est vrai dans tous les cas. On a besoin de caler les paramètres. Et là, je vous donne juste une illustration. Voilà, je prends le poids de cet enfant-là, de 0 à 4 ans. Je voudrais caler un modèle pour savoir le poids qu'il fera à 6 ans. Donc j'ai un modèle à deux paramètres, là, une loi à deux paramètres, 10 fois l'âge puissance 0,27, j'ai un bon coefficient de calage, je suis assez content. Donc avec ce modèle, ben, je dirais, voilà, il va faire 16 kilos. Et puis après, j'ai un modèle extrêmement compliqué qui me permet de passer par tous les points. Donc il y a beaucoup de degrés de liberté. Donc un petit peu pour pas citer les réseaux de neurones. Donc sur mes données de calage, voilà, je suis excellent. J'ai un R carré de 1. Mais par contre, il me dit qu'à 6 ans, il va faire 1000 plus de 1000 kilos. Donc on voit bien que voilà, on a craché le modèle. Donc voilà, ça illustre bien le problème du calage des paramètres qui n'est vraiment pas un problème simple. Et là, j'ai fini. Donc pour résumer les deux premiers points, hein, les crues, moi je dirais que c'est la manifestation extérieure du cycle de l'eau, c'est un phénomène naturel. La vigilance crue, elle informe le public sur les risques à venir, à 24.
heures, et puis plus parfois. Les prévisions, elles sont réalisées en combinant des observations et de la modélisation. Il faut vraiment les deux, hein. L'observation, c'est essentiel. Mais elles sont attachées d'incertitudes, et ça, c'est vraiment important de les communiquer, de les caractériser pour une décision éclairée. Voilà, merci.